Bonheur FM 101.3, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous préférer, chers auditeurs de la 101.3. Bienvenue dans Au cœur du débat et ce matin, 10 heures dans ce studio, l'Afrique de l'Ouest retient le souffle, il faut le dire, ce 25 avril 2026, une date qui s'inscrit à une lettre d'or. J'y arrive dans l'histoire récente de la Sahel, il faut le dire, pour la première fois. Le GESIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, comme on les appelle, les rebelles de FLA, ce sont FLA autant pour moi, ont frappé donc ensemble simultanément avec une coordination inédite plusieurs villes stratégiques visées en même temps, dont la capitale Bamako. Mais l'événement le plus dramatique de cette offensive s'est produit à Kati. Un attentat donc à la voiture piégée a coûté la vie au ministre de la Défense malienne, Sadio Kamara. Le ministre de la Défense tué. C'est un séisme politique autant que sécuritaire, il faut le dire. Les militaires au pouvoir ont décrété, bien sûr, une alerte renforcée. Un deuil national de 2 jours a été instauré. Et surtout, les interrogations se multiplient. Comment est-ce que les terroristes se sont retrouvés en plein cœur de capitale jusqu'à toucher le ministre de la Défense qu'on estime le plus sécurisé? C'est une question importante que nous posons dans cette émission. Et l'autre sujet, dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons de politique en Guinée, les législatives et communales du 31 mai prochain. La tension monte. Le Front DEG, le Front démocratique de Guinée, dont le candidat est arrivé deuxième à la dernière présidentielle, a tenu une conférence de presse samedi à Lambani et le ton était vraiment grave. Son président Abdoulaye Yorobade dénonce des irrégularités qu'il juge non pas accidentelles, mais structurelles, des candidatures rejetées en masse sans notification officielle, sans motif légal, des cautions refusées et l'encaissement par le trésor public, des règles, bien sûr, d'éligibilité violées, entre autres choses qu'il a dénoncées lors de cette conférence. Nous en parlons dans cette émission. Est-ce que cela entravera-t-il la crédibilité de cette élection? Nous posons la question et on en parle avec vous, Tenema Doumbouya. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Kamara Abdoulaye, bonjour. Bonjour, Ali Sani. Abdoulaye Kamara, bonjour à vous, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Merci, bonjour également à nos techniciens qui nous accompagnent ici à Conakry, Alseni Bari et côté radio et Mamadou Malal Diallo, le nouveau papa, oui, derrière les caméras. Félicitations et surtout longue vie au nouveau-né. Alors, merci à nos techniciens à l'intérieur du pays. Encore une fois, merci de nous préférer et bienvenue. C'est votre émission sur le Bonheur FM. Retrouvez du lundi au jeudi les acteurs politiques et ceux de la société civile qui s'expriment sur la vie de la nation. Sur Bonheur FM, Bonheur FM, Bonheur Bonheur FM. FM 101.3, encore une fois, l'Afrique de l'Ouest retient le souffle, je le disais à l'entame de cette émission, et des attaques coordonnées contre le Mali, qu'on croyait pouvoir maîtriser la grande partie de la capitale au moins. Et voilà, et pas seulement l'attaque qui fait parler, mais jusqu'à tuer le ministre de la Défense. C'est vraiment une crise sécuritaire inquiétante pour toute l'Afrique de l'Ouest. Oui, très inquiétante d'ailleurs, parce qu'il faut le dire. Vous savez, comme on aime le dire, quand tu vois un chien couché sur le corps de ton ami, il est important de le dire qu'il sur notre corps. Parce qu'il s'est payé après lui, que ce soit toi. Et bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est inquiétant. C'est inquiétant quand même de voir, depuis samedi, vraiment, j'ai du mal à comprendre comment cela est arrivé. Et surtout, j'ai du mal à comprendre comment ces gens-là peuvent se procurer autant d'armes pour venir s'attaquer au Mali. Et aujourd'hui, l'AES est vraiment vulnérable, il faut le dire. Peut-être on va tout à l'heure aborder les questions liées à la géopolitique. Mais ce qui concerne cette attaque, je pense que tout a été tellement bien fait qu'on s'interroge autour de ce qui se passe dans le Mali actuellement là. Comment est-ce que cela a pu arriver? Comment est-ce que les services de renseignement aussi n'ont pas pu détecter ce genre de choses? Parce que ça demande une bonne coordination quand même pour pouvoir venir s'attaquer aux gens jusqu'à dans la capitale. Et une information surtout des renseignements très propres. Oui.
dans la capitale même, Mhm. où on a perdu le ministre de la Défense, même qui est dans une ville située à 25 km de Bamako. Mhm. Je pense que ça, c'est à l'image un peu de Manéa, Mhm. qui est tout près de Conakry. Mhm. Donc, c'est pour vous dire combien de fois le Mali était vulnérable le samedi, même si les femmes ont pu résister pour pouvoir encore repousser un peu les assaillants au niveau de la capitale. Mais certaines régions, nous dit-on ce matin, restent sous l'emprise des terroristes. Quand même. Et surtout tellement, moi, je voudrais savoir, est-ce que toi, tu penses que peut-être le Mali a baissé la garde? Bon, peut-être en quelque sorte, parce qu'il faut le dire, ces derniers temps, quand même, les Maliens se sentaient plus en sécurité. À mon avis, ils se sentaient tellement en sécurité. Surtout dans la capitale. Surtout dans la capitale, mais ils s'attendaient. Moi, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait des attaques contre le Mali. Mais de telle ampleur. De telle ampleur est venue jusqu'à dans la capitale. Mais quand même, ça me dépasse, honnêtement. Je sais pas, ils ont baissé des gardes, il faut le dire. Le terme a vraiment sa place. Ils ont baissé les gardes et ils ont manqué de vigilance. Les services de renseignement ont failli à leur devoir. Moi, à mon avis, c'est tout ce qui a permis à ces terroristes-là de venir envahir le pays et se permettre de mettre la main sur une bonne partie du pays, dans certaines régions surtout, très sensibles. Les points stratégiques, il faut dire, gouvernorat, camp, et même aller jusqu'à toucher le pays. Je peux comprendre peut-être comme on parle d'un véhicule piégé quand même, c'est possible, mais c'est encore une fois une inquiétude pour toute l'Afrique. Oui, c'est vraiment une inquiétude pour toute l'Afrique parce que vous n'êtes pas sans le savoir que le Mali, cette guerre a débuté en 2012. Cela veut dire que nous sommes dans une décennie de guerre qui ne connaît pas encore une fin. Et d'ailleurs, je crois que qui n'est pas prête à connaître donc une fin puisque vu tout ce qui s'est passé le week-end dernier. Donc, il faut quand même dire que vraiment, ça devient beaucoup plus inquiétant parce que ce 25 avril 2026, il y a eu plus de 10 attaques. Voyez-vous, il y a eu plus de 10 attaques sur 10 points stratégiques. Donc, pour cela, donc, qui a coûté la vie au ministre de la Défense, en tout cas le général Sadio Kamara. Et donc, cela veut dire que vraiment que ça a été vraiment compliqué. Et donc, a commencé d'abord par donc une guerre qui a débuté des attaques simultanées et coordonnées. On frappait 10 endroits comme on était en train de dire. Et donc, a commencé d'abord par la capitale Bamako, la garnison de Kati. Et puis également, il y a eu donc l'attaque chez le ministre de la Défense. Qui a été donc tué avec certaines de ses gardes avec une voiture piégée. Et tout ceci, il faut dire que le Mali, la sécurité se fragilise. Pourquoi? Parce que il y a une alliance. Si les Maliens laissent cette alliance se solidariser davantage, ça va se compliquer. Ça va compliquer un peu la tâche pour, en tout cas, les FAMA, comme on les appelle, les forces armées maliennes. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une alliance du groupe de soutien à l'islam, vous étiez en train de dire tout à l'heure, à l'islam et aux musulmans, qui est d'abord le GESIM, puis également il y a le JNIM et les rebelles indépendantistes du Front de Libération de la Jawad, FLA, et qui ont affiché un partenariat opérationnel. Et ce partenariat opérationnel, c'est donc parvenir à reprendre le contrôle de la ville emblématique de Kidal, donc ils ont quand même parvenu à annexer la ville. Et donc, et après ça, on a vu un peu cette négociation de l'Africa Corps, donc les Russes qui viennent donc négocier donc pour que ces éléments quittent là. Et donc, il faut dire que la junte a affirmé avoir maîtrisé la situation, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce qu'on a déjà perdu Kidal, en tout cas, et puis en plus, on parle de l'infiltration. L'infiltration parce qu'on était en train de parler en off. Cette guerre fragilise davantage la sécurité du Mali. Pourquoi? Parce que là, on n'est pas en train de combattre, ce n'est pas une force extérieure qui vient combattre le Mali. Au fait, ce sont les Maliens qui se combattent entre eux. Voyez-vous, donc c'est un peu compliqué. Entre vous et moi, nous sommes dans un même pays. Je sais qui vous êtes, vous savez qui je suis. Alors, nous avons les mêmes dialectes, les mêmes accoutrements. C'est difficile. Difficile, très difficile. Pourquoi? C'est parce que là, en ce moment, c'est une guerre
comme on le dit, quelqu'un qui te combat dans ta maison peut t'avoir facilement que quelqu'un qui vient de l'extérieur. Alors, c'est ce qui se passe avec le Mali. Tous les mouvements ou les groupes rebelles que nous venons de citer là, ce ne sont pas autres personnes, ce sont des Maliens, bien sûr. Ce sont des fils maliens donc qui s'attaquent aux autres Maliens. Donc ça va être un peu compliqué et moi je ne dis pas que ça fragilise les forces armées maliennes, mais c'est plutôt ça leur complique la tâche. Ça leur vraiment... Voilà pourquoi même l'attaque a été qualifiée de complexe. Bien sûr. Voilà, mais même si les géopolitologues parlent aussi d'une guerre hybride, parce que là, il faut le dire, on se demande, lorsque oui, les séparatistes d'habitude ne se mélangeaient pas avec les terroristes. Mais cette première fois, on voit même les séparatistes qui viennent se mélanger et d'ailleurs coordonner les attaques avec les terroristes. C'est quoi l'objectif? Et c'est pourquoi, Black Camara, il y a certains observateurs qui parlent même d'un coup d'état déjoué, parce que là, vous imaginez, ce n'est pas quand même une petite affaire, voir le G6 ensemble, le JNIM et puis le FLA ensemble. Donc c'est vraiment une force, on ne peut pas négliger cette force, parce qu'on fait, on parle de 2012 là, donc ça fait plus d'une décennie, et ils sont sur place, ils sont en train de se battre et contre... L'expérience est là, et les armes sont là. En plus, ce qu'on ne dit pas souvent, le soutien aussi est là. Encore, oui, c'est ce qui est d'ailleurs là. C'est le soutien qui est là. Oui. Et sinon, quand même, les indépendantistes ou les FLA, puis le G6 et le JNIM, on a vu récemment qu'ils bloquaient même les citernes de carburant pour venir à Bamako. Voyez-vous, et quel est ce moyen-là que tous ces gens-là peuvent avoir pour se procurer des armes vraiment sophistiquées? Vous avez vu, comment on appelle, tout l'arsenal qui s'est retrouvé en plein cœur de capitale. Et voilà, avec tous ces pick-up. Et là, c'est là où se trouve d'ailleurs mon inquiétude. Et je vais un peu venir avec Tenema. Je vais parler question d'intégration et de bien sûr combat contre le terrorisme. Est-ce que ce mot-là n'est pas lâche? Bon, il n'y a pas de combat. Actuellement, moi, je vais dire, problème de terrorisme, là, ce n'est plus un problème de terrorisme, parce que au moment où les terroristes et les forces de libération là se sont réunis, on ne parle plus de combat contre le terrorisme, on parle de combat peut-être c'est une guerre d'intérêt. D'une organisation qui veut simplement renverser Bamako, à mon avis. C'est ce que moi je vois maintenant, parce que avant, on se défendait contre les terroristes. Avant, on se battait parce que simplement on voulait libérer une partie du Mali, le Kidal par exemple, pour pouvoir s'y installer. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent semer la terreur, tous ceux qui veulent libérer le Kidal ou en quelque sorte une partie de Mali, se sont réunis. En ce moment, est-ce qu'il faut parler de libération ou bien il faut parler de terrorisme? C'est la question complexe. Alors, ce qui reste clair, c'est que tout à l'heure, Alissani a touché un aspect très important, c'est le problème d'infiltration. L'infiltration est tellement facile avec nous, les pays africains, parce que, vous l'avez dit, nous parlons les mêmes dialectes, nous avons les mêmes habillements, nous ressemblons tellement, de telle sorte qu'on a du mal à comprendre qui est qui. Aujourd'hui, s'il y a un problème entre des hommes du même pays, on sait déjà, d'une Batiran qui parle Bambara, quelqu'un intéressé par Bambara, tous les Maliens, qui parle tous les Maliens. Une autre langue, Serere par exemple, il y a d'autres personnes qui parlent, donc tu peux pas qualifier, penser quand même qu'il est rebelle. Ou qu'il est étranger. Ou qu'il est étranger. Et cependant, il est là, il est à Bamako. Et ce qui reste aussi clair, c'est demain. Il sait à quel moment, c'est pour vous dire qu'ils ont vraiment infiltré l'armée. Comment ils ont su que le ministre de la Défense était chez lui? Oui, mais tellement, tu l'as évoqué, c'est vraiment intéressant. Il faut aussi rappeler que tous les Touaregs ne sont pas d'accord avec ceux-là qui combattent. Alors donc, il y a des Touaregs qui vivent avec les Maliens. Alors, et d'ailleurs, cette question maintenant, si on se base sur cela, ça devient trop sélectif, donc ça serait aussi une question d'ethnie. Et donc, difficile à combattre. Moi, je pense, est-ce que ce n'est pas les puissances extérieures qui veulent détruire le Mali tout simplement? Mais alors, il n'y a pas est-ce que dedans, on ne pose même pas de questions. C'est cela il s'agit. C'est de cela il s'agit. On n'a pas besoin d'aller par 1000 chemins, comme on le dit, pour parvenir à une conclusion comme telle. Il n'y a pas de problème. C'est connu de tous. On ne peut pas dire c'est une telle puissance, mais les puissances quand même, il y a certaines puissances qui n'ont pas quand même intérêt à voir le Mali être en paix. Vraiment, ça ne les arrange pas. On a vu, certains ont envoyé des militaires là-bas pendant combien d'années, mais cette guerre de terrorisme ne faisait que s'empirer. Et donc maintenant, là, on a vu, il y a une certaine séparation.
il faut quand même avoir le courage de le dire, il y a eu une séparation brutale entre le Mali et la France. Et donc, on sait quand même que des deux côtés, il y a un qui n'a pas digéré cette séparation. Et cette séparation-là est en train de vraiment de jouer sur le Mali, parce qu'on voit quand même que le Mali est quand même saboté dans plusieurs fronts, en ce qui concerne le côté économique et ainsi de suite. Même sur la scène internationale, le Mali n'est pas bien vu, parce que ce qui se dit sur le Mali, on connaît également. Donc, on pense que cette affaire de terrorisme, cette affaire d'indépendantistes, nous, on commence à comprendre, et on avait compris auparavant, mais ça commence à être clair que ces gens-là ne peuvent pas avoir un certain pouvoir s'ils ne sont pas soutenus par une force extérieure. Et c'est cette force extérieure-là, je crois que il continue davantage, parce que ça complique vraiment la tâche au Mali de se défendre pour le moment. Alors, parce que là, cette infiltration qu'on dit, elle n'est vraiment pas à négliger. Alors, il faut parler en tellement. Oui, allez-y. Pour justement toucher ce point de force extérieure, il y a tout un tas de problèmes autour de ça. Parce que aujourd'hui, la majeure partie des pays africains, d'ailleurs, qui doivent prendre exemple sur ces pays, des États du Sahel, on est partenaire à certains pays et on prétend être aidé au cas où on aura des problèmes. Mais on sent qu'on n'est pas totalement en sécurité, même avec nos partenaires. Il y a un problème, parce que l'autre quitte, l'autre vient. Mais qui est à mesure de défendre le pays concrètement? Ce sont les fils du Mali, ce sont les fils du pays. Ces partenaires, est-ce que ceux-ci sont une solution concrète pour ces pays africains? Moi, je me pose la question. Aucunement. Le mieux, c'est de former nos propres enfants, de former notre propre armée, mais tellement de comprendre et essayer de s'armer comme il faut pour pouvoir faire face à ces genres de situations. Moi, je pense qu'aucun partenaire, parce qu'on a dit, si ce qui vient d'être dit, les Russes ont négocié pour pouvoir quitter la zone, ça veut dire que ça relance beaucoup la question alors d'intervention de l'Africa Corps au Mali. Et jusqu'où leur pouvoir peut aller? Jusqu'où? Parce que vous savez, jusqu'où également ils ont le droit d'agir. Parce que là, moi, je pense que c'est vraiment intéressant aussi cette question. Les accords, souvent, vous avez les accords militaires, il y a toujours cette question de peut-être de limiter certaines actions des partenaires. Est-ce que les militaires russes ont le droit de se positionner et se défendre contre un groupe qui vient attaquer Bamako, ou bien ils sont là juste pour le renseignement? Là, c'est vraiment essentiel de poser cette question. On n'a pas toutes les clauses, en tout cas, de cette coopération avec Africa Corps, mais ce qui est quand même clair et qui est connu de tous, c'est que Africa Corps est là en tant que force de renseignement auprès des forces armées maliennes. Donc maintenant, pour réagir dans une telle situation, ça relève quand même de beaucoup de principes à respecter et tout ceci. Peut-être on parle dans ce sens, mais il a quand même évoqué quelque chose qui est très important, c'est-à-dire pour se défendre actuellement, on se rend compte que il faut quand même nous-mêmes, il ne faut pas appeler une aide extérieure, peut-être nous doter acheter des armes, oui. Acheter des armes, tout. Mais même acheter des armes là, vous venez former par exemple les Maliens dans l'utilisation de ces armes là, mais venir quand même assurer la sécurité des Maliens, je crois que le plus souvent, ceux qui viennent ne viennent pas avec vraiment une sincérité. Alors, ce qui reste quand même clair, nos pays, et nous sommes formés pour cela, et nous sommes déjà des consommateurs, et cette idée dort en nous. Nous sommes des personnes qui ont toujours besoin d'aide extérieure, d'assistance, et même les pays les plus évolués en Afrique ont toujours des remparts, des militaires d'autres pays dans leur pays qui assurent tel ou tel, même si on s'estime qu'on est souverain et indépendant. Moi, je pense que tant qu'encore nos autorités, qu'elles acceptent ou pas, nos responsables doivent comprendre que tant que nos pays ne parviennent pas à s'assumer, à s'assurer et à prendre notre responsabilité en main, et voilà, il y aura toujours le problème. Surtout dans ces cas pareils, moi, je ne peux pas comprendre parce que c'est tout un groupe qui s'est mis sur des motos, oui, et avec une poussière derrière, mais dis donc, même si alors le pays est organisé avec des hélicos, alors il faut en finir, parce que tant qu'il faut être rigoureux avec les terroristes là pour moi, et cette chaîne qui se suivait là. Et voilà. On se rappelle, hein, les cas des attaques des rebelles. Il faut en finir avec ça. En 2001, quand Conte a dit, moi je me rappelle, une fois, il y a une source
qui me disait que les rebelles sont allés s'installer, s'entasser dans une zone de la Guinée où ils ne voulaient vraiment pas quitter. Et ils avaient commencé à avoir une certaine force. Mais ils ont juste dit aux militaires de passer un message, de dire aux populations civiles de tout faire pour quitter. Et après, vu que vraiment ça prenait de l'ampleur et ils commençaient à tirer beaucoup de militaires guinéens, le président a ordonné à ce que qu'on en finisse avec. Ah oui, mais ça aussi c'est pas que ça. C'est pas normal qu'on tire les citoyens. C'est pas normal. Mais s'il faut sauver 2 millions de personnes, là, tirer 50 personnes, je pense que parfois, je suis d'accord, ça c'est la philosophie américaine. C'est la philosophie américaine. 50 personnes pour sauver les 2 millions ou 3 millions de personnes. C'est mieux que de continuer toujours à vivre ces calvaires-là. Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec lui. Ce qui s'est passé là, les gens qui sont sur la moto, on sait quand même qu'ils sont infiltrés, ils sont mélangés, ils sont en chaîne. Et d'abord, ceux qui ont décidé de se mélanger avec les terroristes, moi je pense que quelque part ils sont aussi complices, ils ne se sont pas aussi propres que cela. Alors il fallait en finir. C'est un seul problème. Maintenant, Ténéma, la CEDEAO dans tout cela. Bon, on parlait, il y a un moment quand il y a eu ces coups d'État, la CEDEAO a menacé d'envoyer sa force en attente. Aujourd'hui, la CEDEAO pense que ces problèmes-là sont liés seulement à ces pays du Sahel. Je pense que il est temps que toute l'Afrique se réveille. Union africaine, où sommes-nous? Mais elle est morte. Qu'est-ce qu'il faut? Mais celle-là est morte. Mais écoutez, on dit peut-être les États d'Afrique, les États du Sahel là, ont quitté la CEDEAO, mais n'ont pas quitté l'Union africaine. Même s'il y a des sanctions et autres, est-ce qu'il n'y a pas une force avec cette union qui peut venir défendre ces pays-là pour débarrasser ces pays de ces terroristes-là? Parce que après ces États, et d'abord, Nigeria, aujourd'hui, il n'y a pas de stabilité à cause de ces terroristes. Et après le Nigeria, il y a d'autres pays qui peuvent vraiment subir la colère. Il y a plein de Ténéma, tu l'as dit, il y a le Nigeria, il y a le Niger, il y a le Tchad, il y a aujourd'hui même le Bénin qui est tant touché. Parfois, oui, tous les pays sont menacés en Afrique. Alors, pourquoi ne pas former alors une armée pour contrecarrer ces terroristes-là? Et je te dis, la réponse est très simple. Il faut attendre l'aide extérieure pour ça aussi. La réponse est simple, Ténéma, parce que les partenaires du Mali ne sont pas les partenaires de la Côte d'Ivoire, du Bénin et autres. Nous avons beaucoup plus de guerres internes que la sécurité réelle de l'Afrique, parce que nous sommes habitués à cet esprit-là. Il faut que nos partenaires aient créé des rivalités entre les présidents africains, surtout en Afrique de l'Ouest. Il y a toujours des rivalités entre les chefs d'État de nos pays et ça ne facilite pas quand même l'intégration, ça ne facilite pas même la sécurité. Exactement. Et parmi les pays qui sont exposés à ces crises sécuritaires, vous avez oublié, c'est la Guinée. Oui, mais bien, la Guinée, bien sûr, on en a parlé. Mais tout récemment même, des terroristes ont été arrêtés en Guinée. Bien sûr. Les autorités en ont parlé. Et des groupes WhatsApp qu'on a commencé à dénicher ça et là. Donc, il faut dire que la Guinée même n'est pas totalement épargnée. On ne le souhaite pas, mais pour le moment, nous devons aussi être sur notre garde. Sur nos gardes. Bien sûr. Alors, pour parler de la CEDEAO, vous savez ce que la CEDEAO a pu faire dans toutes ces réactions. Et c'est de condamner, faire une dénonciation d'actes odieux et appel à une mobilisation régionale. C'est ce que la CEDEAO a pu dire dans tout ce que... Pourquoi? Parce que moi, je ne pense pas... On a parlé peut-être de cette séparation de la CEDEAO et créer de l'AES, mais moi, je pense que ça n'a pas de sens depuis longtemps. Depuis longtemps déjà, la CEDEAO, sa réaction dans ce genre de situation, ce n'est pas vraiment une réaction... si vous voulez, confortable ou bien soulageant. Mais la séparation, c'était en 2000 combien? C'est en 2022, 2022, 2023. La guerre depuis 2012. Alors, et on a envoyé peut-être munissement, je ne sais pas, munissement. Non, ça c'est des déstabilisations de pays. Moi, je pense que les organisations, si réellement vous voulez vous défendre, laissez les organisations internationales et leurs casque bleu ou casque rouge, là, je ne sais pas comment. Et bien, il faut s'organiser à l'interne pour vous défendre. Les casques bleus, je pense que les missions de l'ONU, là, c'est difficile. Ils peuvent sécuriser. Mais défendre un pays, c'est impossible. Sécuriser, mais même si c'est la sécurisation, moi, je ne vais pas vous dire pourquoi. Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez, ils n'ont pas la main libre. Ils ne peuvent pas tirer quand ils veulent. Même se défendre, tu attends d'abord que l'ennemi tire avant que toi tu ripostes. Mais si le tir te tue alors. Voilà. Même si tu vois l'ennemi rapidement avec ça. Même si tu vois l'ennemi, peut-être tu chercheras justement à brandir ta sécurité pour l'effrayer, mais tu n'es pas habitué à tirer le premier. Et si l'ennemi sait que tu ne vas pas tirer?
Il va il ne va pas faire. faire ça. Moi, je pense que nous ne sommes pas sérieux dans la sécurité de nos pays là. C'est aussi simple que ça. C'est pas clair parce que d'ailleurs, appeler la Russie, la France, c'est d'ailleurs mieux. Mais les casques bleus, ils sont vraiment bleus. Vous vous rendez compte quand on parle des bleus à l'université, ce que ça veut dire. Ils sont totalement bleus. Ils sont forts peut-être dans la commission des actes de viol et ainsi de suite. Mais en ce qui concerne quand même la sécurité, moi, je suis désolé, moi je ne peux pas compter. Même pour ma propre famille, je ne compte pas sur un pays ne doit pas d'ailleurs accepter ça parce que c'est vrai, c'est une coalition d'ailleurs tantôt même de pays ennemis qui se retrouvent sur un terrain et voilà et qui facilite les choses pour l'ennemi. Je pense que c'est un sérieux problème avec la sécurité et surtout alors si la CEDEAO n'est pas apte peut-être à agir tout de suite, l'Union africaine pas du tout. Que faut-il faire avec les pays limitrophes? Parce que les pays limitrophes au moins peuvent agir de leur manière. Parce que moi je ne peux pas comprendre tellement que c'est plus de 100 pick-up puissent se cacher quelque part dans le Mali et que le contrôle continue, on vérifie, on cherche sans les trouver. Est-ce que ces attaques ne s'organisent pas dans les pays limitrophes? Une très bonne question, camarade, parce qu'il est important de le dire. Le Mali, une bonne partie est un désert. Une bonne partie, ce n'est pas facile de cacher quand même, à part certains gros aéroports. Les pays limitrophes aujourd'hui, on ne peut pas dire quand même que c'est peut-être le Mali et le Niger sont acceptés. Ouais, parce que là, on ne peut pas dire qu'ils vont se cacher là, parce que ceux-ci là sont en train de les combattre aussi. Alors, les autres pays qui sont ciblés, Algérie, peut-être ceux qui partagent les frontières avec le Mali, etc. Et d'où est venu d'ailleurs ces armées-là, parce que on a vu l'arsenal qu'ils ont, plus combien et puis armés. D'où viennent ces armes? Comment ils ont pu les cacher? C'est pourquoi j'ai dit c'est une très bonne interrogation. Comment ils ont pu les cacher et comment ils ont traversé toute cette partie pour venir s'attaquer jusqu'à Bamako? Jusqu'à la capitale. À 6 h du matin, on se retrouve à Bamako. 6 h du matin, on se retrouve à Bamako. Parce que quand même, on ne peut pas, c'est pas facile de traverser. Où étaient tous ces hommes de garde? Où étaient tous ces militaires? Est-ce que là aussi, il n'y a pas un problème? Au sein de l'armée malienne même, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Exactement. Parce que moi, je me suis interrogé. Si tous ces ils ont pu franchir, parce que Bamako n'est pas une zone isolée, ce n'est pas sur une île. Il faut traverser beaucoup de villes avant de se retrouver à Bamako. Comment cela a pu être possible sans qu'il n'y ait communication avec les autorités, sans que les autorités ne soient prévenues et qu'on vienne tomber sur eux, même le mythe de la défense dans son domicile privé? Moi, je pense qu'il y a une question qui doit être posée. Il y a un problème d'enquête interne, il y a une infiltration, il y a des traites. À mon avis, au sein de l'armée malienne, qu'il faut débusquer et pour pouvoir vraiment avoir la bonne solution contre ce qui vient de se passer. Ah oui, la CEDEAO dans tout ça et les pays limitrophes, on peut dire alors. Les pays limitrophes, moi je pense que le pays qui peut être vraiment cautionner ce genre de trucs, je ne dis pas d'emblée, je ne confirme rien, mais l'Algérie serait bien positionnée pour garder sachant la relation entre les deux pays. Exactement, et on a vu récemment, si vous vous rappelez, le Mali vient de reconnaître une partie du territoire qui est le conflit entre l'Algérie et le Maroc. Et donc, le Mali a soutenu le Maroc dans l'occupation de ce territoire. Et on sait quand même que le Maroc et l'Algérie sont en conflit permanent pour cette zone. J'oublie un peu comment on appelle cela. Mais alors, et on a vu récemment le drone qui est allé s'exploser sur la limite entre le Mali et l'Algérie aussi. On a vu ce conflit. Donc, c'est pour dire que l'Algérie, de ce côté, vraiment, c'est possible de garder des terroristes de ce côté parce qu'on sait quand même que le Mali, ça ne passe pas comme ça. Ça pas, oui, cette question de, comment on appelle, de ce conflit entre les pays du Nord sur l'espace, un État reconnu tantôt par certains États, refusé par d'autres, qu'on appelle, comment on appelle, le Sahara occidental. Le Sahara occidental. Donc, ça amplifie les choses. Mais ce que je ne comprends pas. Alors, l'autre question, c'est l'AES. L'AES, qui est le Niger, tout récemment, a signé un accord avec l'Algérie. Est-ce que tout n'est pas mélangé dans le Sahel? On ne comprend pas. Alors que ça ne va pas entre le Mali
et l'Algérie. En même temps, on voit des coopérations économiques qui se signent entre l'Algérie et comment on appelle le Niger, alors que les trois sont dans une coalition. Je ne comprends pas. Vous savez, par endroit, le Niger est obligé, parce que Kamar Abdullah, il faut le souligner, il y a un problème. Il y a un problème parce que le Niger et l'Algérie partagent des frontières. Alors, cette coopération est obligatoire parce que il y a des échanges. Il y a des échanges qui existent entre ces différents pays-là. Et je pense que sans ces problèmes-là, et si cela n'est pas signé, c'est pas facile. Il faudrait qu'il y ait une coopération entre eux. Parce qu'il y a un problème de fiscalité, de douane, etc., etc. C'est pourquoi ils ont signé ça. Mais cela ne signifie pas que tout ce qui est lié à la sécurité, ça c'est entre les pays du Sahel. Ce sont eux qui prennent des décisions ensemble. Mais ce qui reste là, c'est que les trois pays sont en manque de certaines choses qui ne permettent pas aujourd'hui de faire face à ce problème d'insécurité, notamment à ces problèmes de terrorisme. Et moi, je pense tout de suite que cette affaire de l'AES, ça n'engage que moi. Je pense que les trois pays, ils étaient vraiment pressés à se retirer de la CEDEAO. La CEDEAO ne devrait pas être abandonnée. La CEDEAO devrait être plutôt réajustée. Réajustée ou bien redéfinir. Est-ce qu'ils pouvaient? C'est là-bas l'inquiétude aussi parce que, vous savez, récemment, on a vu, ce n'est qu'après le retrait définitif de ces trois pays que réellement la CEDEAO s'est mise en cause. Sinon, avant, on estimait que ce soit les trois pays qui sont fautifs. Voilà, donc moi je pensais plutôt que c'était d'appeler à une rencontre entre ces 15 pays des États de la CEDEAO, c'est-à-dire discuter à l'interne, voir exactement quelles sont les priorités qu'on devrait accorder à la CEDEAO parce que les choses ont changé. Oui, et sur cette question, Alice, une petite précision, c'est comment on appelle, vous savez, une fois qu'un pays rentre dans un coup d'État, la première chose que ces organisations font, c'est de vous supprimer dedans, de vous suspendre dedans. Vous ne pouvez pas convoquer, vous ne pouvez pas discuter avec eux, si ce n'est lorsqu'ils envoient des émissaires. Donc c'est un sérieux problème à mon sens, parce que je suis d'accord avec vous, parce que si vous ne vous retirez pas aussi dans les organisations, c'est que les cautions que vous devez payer s'accumulent sur vous, il faut forcément payer. Alors, il y a un souci. Alors, l'autre problème, je pense que au-delà même du retrait de ces trois pays de la CEDEAO, comme on dit communauté économique, plus c'est plus basé sur le cadre économique. Au-delà, de l'économie, cette institution sous-régionale doit s'organiser. On doit nous organiser parce qu'il est important qu'on ait, peut-être si l'Union africaine ne peut pas, on ait une armée qui peut faire face à ces cas de terrorisme. Une fois, je reviens là-dessus. Parce que moi, je suis vraiment déçu de voir tout un pays attaqué en une seule journée et que l'on arrive à anéantir des hauts cadres, des hauts gradés de l'armée. Ça, c'est une déception. Une fois encore, mais je pense qu'il y a un problème. Comme tu l'as souligné tout à l'heure, dans ces pays limitrophes, il y a un problème. Lorsqu'on pousse ça, pour venir combattre ton voisin, un jour, la même personne peut se retourner contre toi. Et surtout, Ténéma, lorsqu'on poursache ces terroristes, où ils partent se cacher? Ou bien l'armée disparaître comme ça. Disparaître. Mais si vous ne pouvez le poursuivre jusqu'à un niveau, vous ne pouvez pas dépasser là-bas. Qu'est-ce qui vous interdit alors de dépasser là? Parce que moi, c'est ce que je ne comprends pas. On a vu le cas de Boko Haram, on a lu tant d'articles et de documents sur ces terroristes-là, qu'on estimait se cacher où? Dans une forêt. Mais cette forêt est intouchable? Ou bien il y a quoi dans cette forêt? Elle est invisible. Ou bien elle est invisible. C'est quoi le problème? Est-ce que réellement, moi je peux comprendre si c'est des kamikazes comme on le dit, mais que tout un groupe de plus de 1000 personnes viennent se cacher quelque part, s'armer là pour aller attaquer une nation. Moi je pense qu'il y a un problème. Il y a un petit souci. Est-ce qu'on les a interdits de combattre ce groupe d'armées-là, ou bien la nation ne peut pas aller attaquer ces groupes-là dans leur retranchement? C'est la question. Question de patriotisme, Téléma. Je pense que l'armée aussi a la possibilité d'aller, aller plutôt mener les offensives contre ceci. Les déloger là où ils sont. Justement, parce qu'ils forcément. Et si c'est réel. Et si c'est réel, mais comme vous l'avez dit, vous vous rappelez de M. Abdoulaye Diop le disait, quand on pourchassait les terroristes, jusqu'à la limite, jusqu'à la frontière. Ils vont traverser, ils rentrent dans un autre pays, et puis là, maintenant, ils sont dans leur terrain conquis. On ne peut plus les attaquer à partir de là. Est-ce que réellement,
Alors, il faut une organisation forte pour en un Afrique. pays, personne ne doit héberger quelqu'un pour aller combattre son voisin. Sinon, un jour, il risque de... Là, c'est une question de morale. Je pense que c'est Et d'intérêt également. Voilà. On connaît les pays limitrophes à C'est un souci. C'est un souci. Alors, on en parle, je le disais à l'entame de cette émission. Alors, le deuxième sujet, on reviendra bien sûr sur cette question du Mali un peu plus en profondeur avec un spécialiste, bien sûr, des questions de sécurité, même peut-être les politiques, pour leur vision, parce que pour moi, tout est confus. Je ne parviens plus à comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, l'autre sujet en 10 minutes, là, Tenema Doumbouya, c'est cette question d'élection législative et communale en Guinée. C'est prévu le 31 mai prochain. La tension monte. Le Frondeg, on peut dire le deuxième mouvement politique puissant du pays, menace parce que estime il y a des irrégularités, plusieurs choses qu'il a citées, c'est des cautions refusées, c'est bien sûr des candidats rejetés sans notification et plusieurs choses. Et il estime même qu'il y a eu des encaissements par le trésor public, refus d'encaisser certains, comment on appelle, cautions au trésor public. Voilà, tous ces problèmes. Est-ce que les élections ont un problème en Guinée? Si, surtout ces derniers temps, ça commence à crier. On se rappelle, hein, quand il y a eu le résultat des législatives, où il avait le candidat est élu. Justement, il y avait un problème. Il a même voulu aussi prendre des menaces autour de ça, mais après il s'est rétracté. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Même la présidentielle, c'était le cas. C'était le cas, surtout d'ailleurs. On parle d'ailleurs de la présidentielle, c'est même pas déjà parce que là c'est la présidentielle avec le recours qu'il avait voulu déposer, mais ça n'a pas finalement marché, il s'est rétracté. Alors aujourd'hui, il dénonce cela. Qu'est-ce qui empêche les gens d'encaisser les sommes des gens? Ce n'est pas à eux de recaler un candidat. Il y a peut-être la DGE, on peut comprendre un peu, mais il y a la Cour suprême. Et vous avez vu d'ailleurs, il y a certains qui ont été recalés par la DGE, qui ont été finalement rétablis dans leur droit par la Cour suprême. Parce que ceux-ci savent c'est quoi là. L'une des rares fois quand même en Guinée. Et j'ai vraiment aimé cette décision. Alors c'est important. S'il y a un problème, il faut reconnaître. C'est important qu'on cherche. Ce n'est pas à une entité, ce n'est pas à une banque, ce n'est pas à la trésor publique de refuser de prendre l'argent de quelqu'un. Si sa candidature n'est pas retenue ailleurs, ils peuvent revenir reprendre leur argent. Mais on est venu verser notre caution. Récupérez l'argent. Mettez-la. Ah, on n'a pas été retenu, on est venu reprendre notre argent, vous leur donnez. C'est aussi ça. Je ne sais pas si la loi les autorise quand même de refuser de prendre la caution de quelqu'un. Parce que moi, je n'ai pas lu ça quelque part. Je n'ai lu ça nulle part pour dire qu'une entité bancaire ou bien la trésorerie publique qui est dédiée à la cause, justement, à la récupération de ces sommes qui doivent être payées par les candidats, qui est habilité de refuser. C'est un souci. Est-ce qu'il y a, selon toi, il y a un problème à revoir dans ces élections? Un problème, il y a beaucoup de petits problèmes, mais jusque-là, moi je ne pense pas que si ça peut quand même entacher la bonne marche des élections. Moi je ne comprends pas, mais moi je pense que les banques ont parfois raison. Je ne vois pas, moi aussi, je ne vois pas d'article ou de loi quelque part qui empêche ou qui autorise. Mais moi je pense que les banques ont parfois raison de se prévenir quand même à garder l'argent de quelqu'un qui n'est pas d'abord confirmé. Parce que vous savez, nous sommes avec les politiques. Les politiques, c'est souvent compliqué. Ah, j'ai déjà déposé ma caution, mais ils ont pris ma caution. Malgré tout ça, là, j'ai été refusé. Mais il faut qu'il y ait d'abord la caution, que tu reçois maintenant un ticket, c'est du papier que tu vas augmenter et associer pour déposer et valider ta candidature. Si on refuse de prendre la caution, comment tu vas déposer ta candidature? Si on refuse, c'est que vous-même, vous êtes un problème. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Les banques sont souvent commerciales. Allez-y. Une banque ne va pas là-bas. Oui, allez-y. C'est bien possible. Les banques sont commerciales. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Les banques sont commerciales. Et quand elles sont commerciales, c'est-à-dire elles cherchent le plus souvent, c'est la notoriété et l'intérêt. Parce que la banque aussi, ce n'est pas seulement l'argent. La confiance aussi peut exister. Et surtout, une banque primaire dans un État dépend d'une banque centrale. Et on sait comment ça fonctionne. Maintenant, si vous ne trouvez vraiment pas d'intérêt avec un candidat, vous pouvez ne pas prendre son argent. La banque n'est pas obligée. Et c'est la banque qui est indiquée pour déposer ses cautions. C'est qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Alors, selon toi, le refus ne sort pas. Ce n'est pas un refus fortuit à enlever. Non, je ne suis pas d'accord. Oui. D'autant plus que
ces banques ont été désignées par les autorités guinéennes. Pour le dépôt des cautions. Qui organisent ces élections. On dit, voici les trésors publics ou bien les banques qui sont habilitées à recevoir ces est-ce que ces banques-là sont habilitées à refuser la caution de quelqu'un parce que simplement son physique ne les intéresse pas, parce que simplement son parti politique il n'a pas de dents blanches. Il y a un souci quand même. Il y a un souci. Et alors, si vous venez déposer votre argent à la banque en ne suivant pas la procédure normale. Là, c'est tout à fait normal. En ne suivant pas la procédure, parce que, écoutez, le plus souvent, nos politiques, ça leur remonte souvent la tête, comme on le dit. Je suis deuxième force politique, donc je ne suis pas obligé de suivre toutes les règles. Et quand vous venez dans ce sens, et si la banque trouve que la procédure n'est pas respectée, elle a le droit de refuser. On ne peut pas mettre tout sur la banque tout de suite. La banque peut avoir vraiment... Oui, bien sûr, c'est la version du frondeur qu'on a écouté. Et qu'est-ce qui a prévalu au refus? Oui, il y a forcément quelque chose. La banque peut avoir vraiment une bonne raison de refuser la caution. Parce que vous ne pouvez pas venir seulement mettre votre argent à la banque et quitter. Il y a une procédure à suivre. Ne serait-ce qu'une personne physique normale, qui n'est pas d'abord un parti politique, une simple personne physique, vous venez déposer à la banque. Si vous ne respectez pas les principes, la banque a le droit de refuser votre encaissement. Donc voilà, maintenant, c'est pourquoi j'ai commencé à dire... Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi j'ai commencé à dire d'abord que je ne connais pas. Toute personne qui doit venir déposer sa caution, il y a déjà des principes qui ont été édictés par la DG. Il y a des principes. Ce qu'il faut faire pour déposer. Ce qu'il faut faire pour déposer sa candidature aussi. Je pense que toute personne qui veut être candidat viendra avec ça. Et on l'a même dit dans les mairies. Tout ce si tu viens, tes documents ne sont pas complets, on ne prend pas. Et alors, on dit à tout le monde, dès que tu viens, on te dit voilà les documents qu'il faut. Vérifie d'abord si tu as tout ça avant de nous le remettre. Et qui vérifie, et à tout, tu remets, on prend. Et si tu n'as pas tout, voilà, tu retournes, tu pars compléter. Alors, le débat, il est clos. Je vais vous donner un simple exemple. Et alors, selon vous, pourquoi la candidature de certains est refusée? C'est par manque de dépôt de certains dossiers. Oui. C'est par manque de suivre la procédure normale. C'est à cause de ça que certaines candidatures sont rejetées. Je prends l'exemple sur la candidature du professeur Lamarana Petit. C'est parce que en fait, il n'a pas envoyé, comment on appelle ça, tous les documents nécessaires pour la législation de la diaspora. Et il a pris le recours, il a envoyé ça à la Cour suprême. Et à la Cour suprême, là aussi, il y a eu problème. Pourquoi? Parce que le délai qui était indiqué pour envoyer le recours, le délai a été passé et après, il a envoyé le document. Et on dit en droit, c'est la femme qui commande le corps. Exactement. Donc, voyez-vous, ça peut être vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors, de toute façon, oui, en 30 secondes, je vous dis une chose, il y a un problème. Et la trésorerie publique a été désignée pour recevoir des cautions, à mon sens, ne devait pas s'opposer à la réception de ces cautions-là. Sauf si le dépôt ne respecte pas les principes. Voilà, c'était à la DGE ou à la Cour suprême de rejeter la candidature de 13 ans, comme le veut la loi. Ok. Et là, c'est Ténéma Doumbouya que vous avez écouté. Et donc, c'est clair, mais il faut dire quand même, tout dépôt demande quand même de règles, des principes, des choses à respecter. Si ces choses ne sont pas respectées, donc l'institution est obligée de s'opposer. C'est la version de Frondeg qu'on a écouté, mais il faut le dire quand même, tout n'est pas, les recours sont déposables devant les juridictions, et voilà, qui ne sont pour personne. La neutralité totale, on estime, comme ça a été le cas au niveau des législatives, où beaucoup de personnes qui avaient été rejetées ont été réintégrées. Je pense que le droit a été dit. Et j'en suis certain pour les autres cas également, ça sera la même chose. Et voilà comment on se quitte au compte de ce numéro de cette émission. Merci Alissane. Merci Ténéma Doumbouya. Merci à Alcéni Bari qui nous a accompagnés côté radio et Mamadou Malal Diallo côté télé. Merci à nos techniciens à l'intérieur du pays. Merci à Oumar Kondé, à Kindi Abdoulaye Silla, à Pita, Kerno Madjuba Tougué, Fode Ibrahima Souma à Kankan et Mamadi Maumou en Zéré Corée. Bonne suite de programme sur Bonheur FM.